Alexandra Henrion-Claude, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes généticienne, spécialiste des maladies infectieuses. Jean Lacapelle est toujours là, puis le professeur André Grimaldi nous a rejoint. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Docteur, je voudrais commencer avec vous, puisqu'on parlait du vaccin. Est-ce que ce vaccin est sûr, ces vaccins d'ailleurs, est-ce qu'ils sont sur 6 Français sur 10 qui n'ont pas confiance? Ça vous inquiète ou c'est normal? Que fait la police? Ça, c'était le débat d'avant. J'aurais dû vous faire venir plus tôt. Écoutez, on va dire qu'on est sur un historique qu'on n'a jamais vu, d'accélération des procédures de développement, qui font que, évidemment, toutes les phases, tous les verrous qu'on a l'habitude de passer, ont sauté allègrement, et que, du coup, j'entendais que c'était sûr ou c'est pas sûr. Dans la description des essais cliniques telle qu'elle est faite, eh bien, il y a beaucoup de mailles dans lesquelles les poissons de sécurité, comme on dit, passent d'une façon absolument injustifiable. Donc, c'est-à-dire, pour traduire un peu ce que vous dites, il y a des problèmes de sécurité. C'est-à-dire que... pour le traduire simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que des problèmes de sécurité dans la mesure où on a des mailles qui laissent passer des chapitres entiers qui sont d'habitude étudiés dans la sécurité d'un... Donc on ne peut pas faire confiance en ce vaccin. Donc à ce stade-là, on ne peut absolument pas faire confiance en ce vaccin. Professeur André Grimaldi, vous êtes d'accord? Je ne suis pas spécialiste, mais les Allemands, eux, n'ont pas cette position-là. 7 sur 10 font confiance au vaccin et sont prêts. Il y aura ensuite un mouvement, si la France est en retard sur les vaccins. On comptera les morts. Mais c'est inquiétant ce que dit le docteur quand même. Oui, enfin, je pense que je ne vois pas qui aurait intérêt à avoir un vaccin pas sûr. Imaginez qu'il y a un vaccin pas sûr. Il y a du business derrière. Oui. Il y a beaucoup d'argent. Le business ira devant les tribunaux, et le président de la République ne pourra pas se représenter. Vous ne croyez pas qu'en France, on va avoir... Alors, on aura, comme tout vaccin, le vaccin de la grippe peut donner des syndromes de Guillain-Barré. Bon. Sauf que le bénéfice est colossal. Alors en France, on a un problème avec des vaccins très connus, très sûrs. Le papillomavirus, ça donne 3000 cancers du col de l'utérus par an. 1000 morts par an. En France, on ne se vaccine pas. En Angleterre, 80% des jeunes sont vaccinés. Donc on a un vrai problème en France de défiance qui a quelques raisons. Ce que vous dites, le business industriel, et pas seulement industriel, rappelez-vous le sang contaminé, fait que la valeur suprême est devenue faire du profit. Et pas la santé. Mais quand le docteur Henrion-Claude nous dit il y a des problèmes, il y a des mailles, il y a des trous dans le filet. Alors il faut que les gens qui pensent ça... Je vais les illustrer. Par exemple, et attaquent publiquement. Pharmacocinétique, paramètres non évalués dans l'étude. Pharmacodynamique, paramètres non évalués dans l'étude. Génétique, avec analyse spécifiée, non évaluée dans l'étude. Comment est-ce que vous pouvez envisager que ce ne sont pas des énormes mailles qui font défaut, alors même qu'on est sur un vaccin à base de... Alors, on dit vaccin. Ça, c'est aussi une chose, c'est pas un vaccin, hein. En fait, c'est une façon de le dire, ça serait, en fait, c'est du génie génétique, c'est une thérapie génique prophylactique. C'est-à-dire que ça devient un peu complexe. Oui, mais en fait, c'est très simple pour vous dire. En fait, on donne tout le temps de l'argent au Téléthon de chaque Français donne chaque année pour faire de la thérapie génique. Ça fait à peu près 30 ans qu'on essaie de développer ces thérapies géniques pour des maladies sévères. Là, on est en train de vous dire qu'on va injecter pour la première fois une information d'acide nucléique, donc information génétique, et que tout va aller très bien. Et d'ailleurs, on ne regarde pas les effets génétiques non évalués dans l'étude. Professeur. Il y a 2 nouveaux vaccins, effectivement, à matériel nucléaire. Donc, alors, ces vaccins sont les 2 premiers. Il y en a plein d'autres, dont AstraZeneca, qui sont des vaccins traditionnels. Donc, il faudra voir dans quelle population. À chaque fois, c'est bénéfice-risque. Vous pouvez dire les vaccins nouveaux, il faut les utiliser chez les gens à haut risque, à plus de 75 ans. Les vaccins qui sont plus traditionnels, qu'on connaît parfaitement, on les utilisera chez les autres personnes. Donc c'est une stratégie vaccinale. Je suis encore une fois pas épidémiologiste, pas virologue, je vous parle comme médecin. Oui, justement, c'est bon sens. C'est votre regard qui m'a fait. Vous dites, moi, je suis à haut risque, et je me ferai vacciner par ce vaccin. Vous ferez vacciner. Évidemment. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas sensible aux arguments qui sont donnés sur ce plateau. Je suis sensible à bénéfice-risque. Et à un certain âge, vous dites, le risque est bien plus grand. Quand vous avez des amis qui sont morts en réanimation, alors attendez, sur les jeunes, il faut quand même savoir, il y a 50 000 morts en France, 3 fois plus qu'en Allemagne. On a un bilan qui n'est pas fabuleux dans notre stratégie en dehors de vaccins. 50 000 tout compris. 50 000 tout compris. Oui. Mais dans les 50 000, il y a 500 de moins de 45 ans. Racontez que les jeunes ne risquent rien. S'il y a 10 millions de moins de 40 ans qui attrapent le virus, il y aura très peu de morts.
mais il y aura 30 000 personnes en réanimation. Alors si les jeunes ont envie d'aller en réanimation, allons-y. Donc la stratégie, pour le moment, on n'a qu'un outil qui est le vaccin. Alors les vaccins nouveaux, on peut dire, on n'a pas le recul, c'est exact, donc on va les garder pour les personnes à haut risque. Les vaccins qui arrivent, AstraZeneca le premier et les autres, qui sont traditionnels, pourront être utilisés pour les personnes qui ont moins de risques. Mais il y a une période de danger. La période de danger, c'est qu'on va arriver des vaccins. Comme ils vont arriver progressivement, on risque de dire, ça y est, c'est fini. Et si les vieux sont vaccinés, tout va bien. C'est pas vrai. Les jeunes peuvent aller en réanimation. Et si on veut arrêter le confinement et ses effets psychologiques et économiques, il faudra que la population comprenne que 6 sur 10 ne veulent pas se faire vacciner. Jean-Léon Capelle, vous entendez ce débat sur ce plateau? C'est intéressant parce que c'est deux avis qui s'opposent. Donc moi je ne suis pas docteur. Ouais. Donc, excusez-moi, c'est pas un avis en l'occurrence, ce sont des faits. C'est-à-dire en fait c'est des descriptions des essais cliniques tels qu'ils sont menés. Donc en fait c'est pas mon avis n'importe peu. Enfin pardonnez-moi, mais je crois que oui, pourtant à partir des mêmes éléments, il y a d'autres médecins qui ont un autre avis. Ah oui, donc c'est un avis. Sauf que c'est pas un avis. Pour moi c'est factuel ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous décrire les essais cliniques tels qu'ils sont menés. Je peux décrire aussi le fait que Peter Doshi, éditeur du British Medical Journal, vous dit que ces essais cliniques ne sont pas destinés pour sauver des vies. C'est pas que moi qui le dis, c'est-à-dire qu'en fait... C'est vous et d'autres personnes. Voilà. Jean-Léon Capelle. Donc, je disais en effet que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas docteur. Simplement, pourquoi les Français sont plus... il y a ce climat de défiance par rapport à l'Allemagne que vous citez. Je pense pour une raison. D'une part, c'est que depuis le début de cette crise, la gestion du gouvernement n'a pas été parfaite. Elle a été très souvent dans l'improvisation, très souvent dans l'impréparation. Et je vous rappelle quand même juste les masques, les tests et les arguments qui étaient utilisés, qui étaient de dire ça ne sert à rien, donc n'en mettez pas. Tout ceci pour cacher une pandémie, pour cacher quand même quelque chose de beaucoup plus grave derrière. Mais je reviens sur cette histoire en effet de vaccins. Parce qu'on a parlé de l'obligation des vaccins, moi je peux comprendre que d'abord ce serait anticonstitutionnel de le recommander, mais je peux comprendre... de l'imposer, pas de le recommander. Et je peux comprendre que, en effet, les Français soient défiants dans un... Habituellement, quand on développe un vaccin, j'ai cru comprendre que les protocoles durent à peu près une trentaine de mois. Il me semble que là, on a été beaucoup plus vite compte tenu de cette pandémie, mais il y a quelque chose qui aujourd'hui m'inquiète énormément, c'est que l'Union européenne a signé avec des laboratoires un contrat à négocier avec les laboratoires qui sont aujourd'hui en train de développer les vaccins, qui sont en train de les commercialiser, à négocier une clause dans l'accord disant qu'elle n'attaquerait pas, elle ne poursuivrait pas les laboratoires en cas d'effet secondaire. Ça, c'est extrêmement grave. Ça veut aussi dire qu'il y a une pression des laboratoires pour que cette clause-là soit écrite. Ça veut donc dire que les laboratoires n'ont pas une certitude totale, qu'il y a bien un doute quelque part et qu'il y a une insécurité. Les effets secondaires, il y a les fameuses mailles, effectivement. Exactement. Et là, je suis très inquiet par les politiques qui sont en train de prendre... Professeur, vous avez envie de répondre, je vois réagir en entendant tout ça. Oui, bien sûr, parce que le problème, d'abord, c'est qu'en France, on n'a pas une culture de prévention. Ça remonte à très loin. On a un système de soins et pas de prévention. En gros, en septembre, on a dit la deuxième vague arrive. Et là, on est en train d'inquiéter la vitamine D, alors que c'est effectivement une mesure de prévention reconnue par l'Académie de médecine. Donc effectivement, c'est un problème. Je reviens, si je peux parler. Et on a 10 fois plus de morts en taux de létalité actuellement Professeur. que d'autres pays. Donc on n'a pas une culture de prévention en France, sur tous les sujets. Chaque année, y compris chez les soignants, on ne se vaccine pas contre la grippe. Et donc, il y a 5 à 10 000 morts par an. Il y a quoi? Il n'y a plus de vaccin. Ah oui, aujourd'hui il n'y en a plus. Laissons-le finir son raisonnement. Si vous me permettez, bien que vous ne soyez pas spécialiste, je pense que vous prenez la parole. Il y a 5 à 10 000 morts par an, pas cette année, toutes les années, de la grippe. Parce qu'y compris des soignants ne se vaccinent pas contre la grippe. Donc on n'a pas une culture de prévention. Alors, par contre, on est maintenant dans le complotisme, dans plein de trucs. L'hydroxychloroquine, il n'y a qu'en France que ça a eu un succès pareil. Et personne ne dit, et les politiques qui sont venus soutenir quelque chose qui est tout à fait un médicament tout à fait inefficace, qui associé à l'azithromycine n'était pas neutre, avec des études qui le montrent, qui le prouvent, mais il n'y a aucun bilan. Mais on peut continuer. Donc encore une fois, je vais répéter le bon sens, du clinicien. Vous avez un médicament certes nouveau, mais qui est testé sur plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les personnes à haut risque ont tout bénéfice à prendre. Les personnes à faible risque prendront les vieilles techniques de traitement. Ou alors on laisse filer parce qu'on est incapable d'avoir une technique à la chinoise. On dépiste tout le monde, on bloque tout.
on essaye de ralentir seulement. Ou alors on fait ça, ou alors on fait la et Suède. on aura la troisième vague. Ou alors on fait la Suède et on a quand même moins de... on fait l'exemple de la Suède, c'est-à-dire qu'effectivement on laisse filer et on a beaucoup... Au bout des courses, on a moins de morts par million d'habitants. Oui, mais en Suède, on respecte les mesures barrières, ce qu'on ne fait pas en France, ce qui fait qu'on a plus de morts. Ça a bon dos. Ça n'a pas bon dos, les fêtes de jeunes. Vous ne pouvez pas expliquer... Dans les universités, les facultés respectaient les règles, et dès que les étudiants étaient sortis, ils ne respectaient pas les règles, y compris les étudiants en médecine. Écoutez, à l'heure des bilans... Docteur Alexandre Henriot, vous répondez. À l'heure des bilans, on a qu'à se cacher et pas continuer à pérorer en disant on a eu tout bon, on a fait super bien, etc. Parce qu'on a quand même, actuellement, on est à 10 fois plus en termes de taux de létalité que le reste du monde. 10 fois plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a 2,3% de taux de létalité. Qui me répondent là-dessus, parce qu'effectivement, ce sont des chiffres. Et 0,26% au niveau mondial. On n'est pas bien. Alors attendez, il faut dire les choses telles quelles. On est 15e, donc on n'est pas bien. Le Portugal fait mieux que nous. Non, mais parlons pas de 15e, parlons du taux de... Mais l'Espagne ne fait pas mieux que nous, mais l'Italie ne fait pas mieux que nous. Donc, d'accord, comparons-nous. Disons qu'on ne fait pas bien, on devrait faire mieux. Notamment la deuxième vague, on ne l'a pas prévenue, et on ne l'a pas prévenue pour des raisons politiques. Le conseil scientifique avait dit, elle est là. Et le président de la République a dit non, c'est sous contrôle, et on a perdu plus d'1 mois. Mais inversement, il ne faut pas raconter... Au-delà des bilans, il y a un vrai problème. Dire qu'on est les plus mauvais. Ouais. La Belgique bat tous les records, elle fait 2 fois plus que nous. Bon, alors donc quand vous citez les faits, et là, vous citez des faits faux, ça crée un doute sur l'ensemble de votre propos. Moi je suis sur des chiffres, encore une fois. Je suis sur les mêmes chiffres. Les chiffres, ils sont clairs, ils sont publiés. 795 morts par million d'habitants. Parlez pas en même temps. La France a moins de morts que les USA par million d'habitants. Elle a moins que la Belgique largement, on est moins que l'Italie, donc on est 15e, c'est pas bien, mais enfin on n'est pas... Juste docteur, un dernier mot sur les vaccins. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est en risque, à haut risque, vous pensez qu'il n'a pas à y gagner en se faisant vacciner? Aucune personne à risque, comme vous dites, avec facteur de comorbidité a été inclus dans ces études et les patients âgés n'ont pas été inclus suffisamment, ce qui fait qu'ils sont en train de retoquer leurs propres effets. Donc vous dites c'est faux. Pour dire, mais non. Les résultats sont faussés. Les résultats sont faussés. Eux-mêmes disent, attendez, là on doit avoir un peu plus de temps parce qu'en fait on n'avait pas inséré assez de vieux. C'est vrai ou c'est pas vrai ça, docteur? Alors, professeur, pardon. Le problème des gens âgés, c'est qu'ils ont une immunité plus faible et même dans le vaccin contre la grippe, est moins efficace chez eux. Donc raison de plus pour qu'ils soient vaccinés. Mais est-ce qu'on a testé sur eux? Le docteur dit on n'a pas fait de test chez eux. Je pense qu'il y a des sous-groupes, je n'ai pas regardé dans le détail, mais je pense que le rapport bénéfice-risque, enfin, on dirait qu'on a l'impression d'une petite affaire. Alors il va se passer autre chose. Hein. C'est que si la France ne veut pas être vaccinée, ne se vaccine pas, mais il y a des pays qui diront les Français ne viennent pas chez nous. Ils ne peuvent pas rentrer. Oui. Et on pourra parce que le vaccin risque d'être obligatoire pour entrer dans certains pays. Et on pourra les comprendre. Merci beaucoup. Merci professeur André Grimaldi. Merci docteur Alexandre.